Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info consacrée au TDAH Mauricie, Centre du Québec. Je me trouve en compagnie de mon invitée Karine Leroux, qui est la directrice générale. Bonjour, Madame Leroux. Bonjour. J'ai dit Madame, mais on s'est dit qu'on pouvait se tutoyer. Exactement. Parfait. Partons sur de bonnes bases. Alors, c'est un vaste sujet, le TDAH. Premièrement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas encore? Le TDAH est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est principalement comme ça qu'il est connu. Cependant, dans les dernières années, les chercheurs ont découvert que ça pouvait être une hyperactivité autant physique que mentale. Donc, quelqu'un qui ne bougerait pas, ne serait pas toujours en train de déranger parce qu'il bouge, pourrait avoir un cerveau qui n'arrête jamais de tourner, qui pense à toutes sortes de choses. Souvent, ça peut même empêcher de dormir. Donc, on dit de plus en plus que c'est le TDAH. Les personnes qui auraient vraiment un TDA, c'est moins de 3 des 5 de la population diagnostiquée. Ça voudrait dire qu'un TDA tombe dans la lune. Il n'y a pas un cerveau qui spinne. Fait que c'est des cas plutôt rares. OK. C'est quand même intéressant. Puis ça, il y en a de plus en plus de cas connus, je dirais, parce que on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus, justement, connu. Est-ce que les gens sont plus sensibilisés à ça qu'avant? Je dirais que oui. Je dirais que le corps professoral aussi est de plus en plus alerte à ça. Quand il décode des signes chez certains enfants, vont les partager aux parents. Parfois, ils vont exiger que l'enfant soit médicamenté, mais ce n'est pas toujours la bonne méthode non plus. Ça dépend des enfants. Nous, par contre, on donne des services juste aux adultes, donc je vais me concentrer plus sur le TDAH adulte. Plusieurs adultes vont découvrir qu'ils ont un TDAH ou une suspicion de TDAH quand ils vont faire évaluer leurs propres enfants, parce qu'ils vont devoir remplir certains formulaires pour le médecin, puis ils se rendent compte, bien, je coche mon enfant, mais moi aussi, moi aussi, moi aussi, puis ils finissent par dire « Ah, d'accord. » Fait que moi aussi, probablement. Puis, c'est quand même assez difficile d'avoir un diagnostic. Pas que c'est... Non, c'est pas tant difficile que long, parce qu'il y a peu de cliniques qui le font. C'est surtout privé. Et les délais peuvent être assez... Je te dirais, il y a certaines cliniques que ça peut prendre peut-être 3 semaines, 1 mois avant d'avoir un premier rendez-vous, mais il y a d'autres cliniques que ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, plusieurs personnes peuvent décider de vivre avec ce trouble-là, en sachant un petit peu, en s'en doutant peut-être, puis j'imagine aussi les personnes autour de leur famille peuvent s'en douter, mais sans nécessairement avoir envie de se faire diagnostiquer également. Exact. OK, c'est quand même quelque chose, parce que tu vis avec ça toute ta vie. Est-ce que, justement, j'imagine, vous êtes une ressource, votre association en est une. On peut se tourner vers vous pour avoir des services? Bien, nous, en fait, on offre plusieurs services. Je vais commencer par les services de groupe. Il y a l'atelier solution qui vient un soir ou un avant-midi. Bien, il y a lieu le soir et l'avant-midi, mais c'est le même contenu, en fait. Puis, chaque mois, on donne un thème qui peut être l'impulsivité. Donc, les ateliers solutions et les groupes de discussion vont être sur ce thème-là. On offre maintenant autant de soirs que de jours parce qu'on rejoint plus de personnes à ce niveau-là. Donc, les groupes de discussion, eux, servent à échanger soit les trucs, soit ce qu'ils pensent sur le sujet ou soit ce qu'ils ont remarqué. Puis, ça leur permet de développer un réseau de contacts aussi qui vivent des choses similaires à eux. Donc, ensuite, il y a les services individuels. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, la médication va aider, mais ne règle pas tout. La médication va pouvoir aider à être plus concentré, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que parce que tu es plus concentré que tout d'un coup, tu deviens las du ménage. Mettons qu'on prend par exemple le ménage à la maison. Donc, tu vas peut-être être plus concentré à ta tâche, mais ça ne veut pas dire que tu vas le faire plus souvent puis tu vas le faire correctement. Fait que, il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut donner, tu sais, l'organisation au travail, des choses comme ça. Donc, on peut toujours venir appuyer la médication ou même sans médication, venir en intervention individuelle pour apprendre des choses sur soi, aussi se développer des techniques pour faciliter le quotidien, que ce soit au niveau du couple, la famille, le parent avec son enfant.
Tu sais, des fois, un parent désorganisé parce qu'il n'y a pas de structure peut avoir un impact sur l'enfant. Puis quand il se structure, mais ça peut être aidant pour les enfants. Au niveau de la vie sociale, mais quand je disais la famille, ça inclut aussi les frères, les sœurs, parce que souvent, ces personnes-là n'ont pas tant de réseaux sociaux. Euh, c'est limité, tu sais. Ils vont développer des relations avec des gens, mais des fois, dû à l'impulsivité, que ce soit de l'impulsivité verbale, c'est quelqu'un qui parle extrêmement vite puis ne laisse pas la chance aux autres, coupe la parole. C'est tous des signes et symptômes du TDAH. Donc, quelqu'un qui fait ça, mais souvent les amis disent ouais, mais je ne peux jamais parler ou ils ne m'écoutent pas, fait que ça me sert à quoi? Fait qu'ils brisent certaines relations comme ça. Donc, ils peuvent venir apprendre à gérer ces impulsivités-là. Et pour d'autres, on disait tout à l'heure hors d'onde quand on s'est rencontrés, pour d'autres, la personne peut paraître super calme, mais ce qui se passe en dessous de l'eau, on ne sait pas toujours. D'où l'image du canard. Quelqu'un qui est hyper calme peut dégager un calme, mais vivre un stress intense à l'intérieur, même une anxiété. L'anxiété est très liée au TDAH aussi souvent. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est anxieux va avoir un TDAH, mais souvent quelqu'un qui a un TDAH vient avec de l'anxiété. Puis si on prend des adultes, je dirais au-dessus de 30 ans, il y avait moins de diagnostics de TDAH à l'époque pour les enfants, donc souvent ils se sont fait dire arrête de déranger les autres, t'es dérangeant. Tu fais du bruit, on est tanné de t'entendre, tu bouges trop. J'ai même vécu, un de mes fils s'était fait dire par les parents de son ami, ben je veux plus que tu viennes chez nous parce que tu bouges trop. Fait que c'est des choses qu'ils ont entendues, qui ont aussi eu des impacts négatifs sur leur estime de soi et leur confiance en soi. Donc, on est aussi là pour les aider à travailler sur ça. C'est vraiment important en plus parce que justement, il y a tellement de choses qui partent de l'enfance, puis c'est de l'éducation également. Ça, est-ce qu'on en fait dans les écoles de l'éducation par rapport à ça? C'est sûr que les profs, ils voient des comportements, oui, mais est-ce que les profs sont éduqués? Est-ce que les élèves sont éduqués aussi à ce que peut-être leurs amis peuvent vivre? C'est Bien, sûr, vous êtes plus au niveau adulte, là, on l'a dit, mais... oui, mais je dirais qu'au niveau de l'enfance, il y a de plus en plus d'intervenantes, que ce soit des éducatrices spécialisées ou des travailleurs sociaux dans le milieu scolaire. Donc, on va pouvoir déceler beaucoup le TDAH parce qu'ils le connaissent. Mm-hmm. Il y a plusieurs professeurs qui se sont renseignés également à savoir là, c'est quoi, pourquoi. Puis quand ils ont des soupçons, mais souvent ils vont pousser l'investigation pour voir si ça s'applique ou pas. Donc, de plus en plus, les gens sont au courant des signes et symptômes. Mais si aujourd'hui, on regarde les critères du TDAH pour dire oui, j'ai un TDAH, mais dès qu'on parle de maladie mentale, il faut être conscient qu'on répond tous à certains critères de base. Donc, il faut vraiment lire correctement que si c'est 5 critères sur 8 ou 6 sur 8 sur une période donnée, mais il ne faut pas dire oui, 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 mais il faut quand même relativiser avec les choses parce qu'on va tous trouver, même moi ou peu importe qui, va se trouver des traits du TDAH, des traits des personnes anxieuses, des traits de troubles de personnalité limite, des traits. Tu sais, en santé mentale, il y a tellement une jonction qu'il y a des symptômes puis des signes qui sont similaires à plusieurs qu'il faut faire attention. C'est pour ça que l'autodiagnostic est à proscrire. Nous, on ne fait pas de diagnostic. Par contre, on va référer, là, on a répertorié une liste de cliniques avec un peu bon, les délais qu'on a su au moment qu'on a fait la liste, incluant les prix aussi, parce qu'il y a des prix très variés. Donc, ça, on va le donner. Puis, si on nous appelle pour un TDAH chez un enfant, mais systématiquement, on va référer l'organisme Les Parents Partenaires qui, eux, couvrent Mauricie Centre du Québec comme nous, mais pour toute problématique de santé mentale, incluant le TDAH chez les enfants de 0-17 ans. Et de votre côté, pour les adultes, ceux qui veulent participer aux activités ou aux ateliers, est-ce qu'on doit absolument avoir un diagnostic ou on peut, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais mettons que moi, je doutais de quelque chose chez moi, puis je me disais, hey, j'aimerais ça m'informer, est-ce qu'on peut aller vers vous pour avoir accès à ces ateliers-là, pour s'informer? Bien, en fait, les ateliers de groupe, vous pouvez, toute personne peut y assister. Actuellement, bien, on demande de plus en plus d'être membre parce qu'on a énormément de gens.
Donc, oui, peu importe la personne. Puis quand on va la recevoir en individuel, on va regarder avec cette personne-là, c'est pourquoi qu'elle soupçonne un TDAH. On n'émettra pas de diagnostic, mais si on soupçonne davantage un TSA qui est de l'autisme ou une autre caractéristique, on va les référer au bon endroit, mais dès que ça touche de façon plus importante le TDAH et que c'est vraiment ça qui impacte de façon prioritaire la vie au quotidien, on va être là pour les aider. Puis si on se rend compte qu'une personne TDAH, mais c'est au niveau de sa dépression que c'est plus impactant, mais on va la retourner vers une ressource pour l'aider avec sa dépression. Parce que travailler sur le TDAH, quand tu n'es pas tout en mesure de l'assimiler puis de faire des changements dans ta vie, bien, c'est plus difficile, c'est plus ardu, puis les gens se découragent, puis ils se disent « Bon, ben, je suis pas bonne, j'ai pas été capable », et tout ça, puis c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment à aider la personne à émerger, puis à voir que les TDAH ont tellement de belles qualités. La créativité est une des premières qualités. C'est des gens qui vont avoir, surtout s'ils sont adultes, ils vont avoir appris par eux-mêmes souvent à développer des stratégies d'adaptation. Tu sais, ne serait-ce que quand tu es un employé, souvent, mettons, tu sais, ils ont une tendance à dire bon, je fais ça, puis là, on appelle ça les idées popcorn. Puis là, pendant qu'il fait, mettons, j'avais un homme qui faisait du facing dans un magasin, c'est-à-dire l'étalage, puis il plaçait les choses. Mais pendant qu'il faisait son facing, bien, il pouvait partir, puis « Ah, j'ai oublié telle affaire dans l'entrepôt. » Là, il partait, il revenait, il faisait 6-7 affaires. Puis là, son boss, il disait « Mais ça fait 8 heures, tu es là, puis ton facing n'est pas fini. Tu as passé la journée là-dessus. » Fait que là, on a regardé vite, c'était vraiment... Il y avait beaucoup d'idées popcorn, ce qui veut dire que, bien, il fait plein de choses, mais il finit jamais rien. Donc, j'y ai donné comme truc, c'est un petit truc très, très peu coûteux pour une entreprise en plus, c'est que un petit calepin avec un crayon. Il marque ses idées popcorn. Fait qu'il finit son facing. Fait que là, vers 11 heures, il avait fini. Puis là, il pouvait aller faire tout ce qu'il avait noté dans son calepin. Donc, son patron, il était plus intéressé. Il était plus content aussi. Mais pourtant, il faisait le même travail. En bout de la journée, tout était fait. Mais le patron avait l'impression qu'il avait fait du facing toute la journée. Fait que des fois, c'est de structurer autrement les choses. C'est vraiment intéressant parce que les idées popcorn, ça me fait penser un peu à, bien, de nos jours, on est tellement dans une routine rapide, on passe d'un truc à l'autre, on n'a pas le temps de rien finir. Tu sais, on est dans une culture de ça aussi de nos jours, hein, avec nos travails, la famille, puis tout. Donc, c'est important, comme on le disait, de ne pas s'auto-diagnostiquer parce que vite comme ça, moi, je vous écoute puis je me dis « Oh, est-ce que j'ai un trouble? Moi aussi, tu sais, on ne sait jamais, on a toujours un doute sur nous-mêmes. Hein? » Puis les idées popcorn... Il y en a beaucoup dans nos têtes de personnes qui n'ont pas de troubles nécessairement non plus. Mais ça, est-ce que c'est vraiment un trait particulier ou c'est un des traits des TDAH? Je dirais qu'il y a plusieurs années, c'était un des traits principaux. Mais maintenant, justement, avec ce que vous dites, toutes les technologies, puis les... Tu sais, donner un exemple, des fois, mon fils, il m'écrit sur Messenger, puis j'entends le petling, mais avant même que je l'entende, il est déjà en train de m'appeler pour avoir la réponse. Fait que, tu sais, on a des appels tout le temps. Avant ça, si on était dans la voiture, le téléphone ne sonnait pas. Maintenant, que tu sois à la maison, dehors, en train de prendre une marche, tu sais, peu importe l'activité que tu fais, tu as toujours ton téléphone. Le téléphone, il y a plein de notifications. Donc, le cerveau est appelé à bouger beaucoup plus vite qu'avant. Puis, il y avait une étude qu'on a vue il y a plusieurs années sur la différence entre les générations. Quand ma mère était jeune, c'est-à-dire ma mère autour de 70 ans, bien, il pouvait rester concentré 1h15, 1h30 facilement. Après ça, quand que nous, on est arrivés, puis on était au primaire, bien, le temps de concentration avait diminué à 45 minutes. Puis, suite à ça, si je regarde la génération de mes enfants qui ont, mettons, en moyenne 20 ans, bien, eux, ce n'est pas 45 minutes, c'est des 15 minutes. Ils sont concentrés 15 minutes, oups, ils partent dans la lune, ils pensent à autre chose, ils reviennent. Mais chaque fois que tu décroches d'un travail que tu es en train de faire, il faut que tu te remettes dedans. Puis des fois, ça cause des délais, ça fait que les travaux sont plus longs. Fait que ça a quand même des répercussions, toutes les nouvelles technologies. Ça peut être plus décourageant. Est-ce que TDAH peut être causé par une culture comme ça ou c'est principalement héréditaire des TDAH?
C'est principalement héréditaire. Ça peut se développer, la personne peut naître avec aussi sans nécessairement avoir de symptômes, tout dépendamment de la famille, comment elle fonctionne, comment l'enfant est cadré. Si c'est souvent, on ne verra pas de signes et symptômes chez un enfant qui va être très sportif parce qu'il va dépenser son énergie s'il y a une hyperactivité physique. Il va dépenser son énergie dans ses sports, dans son entraînement et tout ça. Puis rendu, quand il arrive au cégep, ou à l'université, puis qu'il bouge un peu moins, c'est là qu'il va se rendre compte que finalement, j'ai des pertes de concentration parce que j'ai pas assez bougé, j'ai pas... Fait que je suis moins à l'aise. OK, ça peut revenir à la charge Ouais. à n'importe quel moment, en fait. Ouais. Vous, qu'est-ce qui vous passionne dans ce sujet-là? Qu'est-ce qui fait que vous travaillez là-dedans? Je travaille là-dedans parce que j'en ai énormément autour de moi. Au niveau de mes enfants, j'ai 4 enfants. J'en ai 3 qui sont diagnostiqués. Puis ma fille, elle a 26 ans, ça fait moins d'1 an qu'elle est diagnostiquée. Puis le père de mes enfants était TDAH également, mon mari est TDAH. Puis je peux pas dire pourquoi, mais quand j'engage des personnes, que ce soit des intervenantes ou tout dépendamment du milieu où je travaille, j'ai une connexion très facile avec les personnes TDAH. J'ai presque engagé toujours que des personnes TDAH, sachant très bien qu'elles ont des difficultés différentes, mais on trouve toujours des moyens d'adapter notre travail en conséquence. Puis comme on travaille toujours en mettant les forces des gens de l'avant, bien, je fais la même chose au niveau du travail. Donc, mes 2 employés ont des caractéristiques très différentes. Puis, il y en a une qui va s'occuper beaucoup de l'animation des groupes parce qu'elle aime beaucoup parler, puis être à l'écoute, puis à l'échange. L'autre aime mieux donner de l'information, à faire apprendre des choses aux gens, c'est ce qui la passionne. Donc, elle va animer plus les groupes là, où c'est de la formation. On a des nouveaux services aussi depuis peu. On offre une formation sur le TDAH en milieu de travail pour les entreprises. Donc, un entrepreneur ou quelqu'un en ressources humaines qui souhaiterait recevoir une formation pour comprendre un peu, puis adapter des choses pour faciliter le travail de leurs employés TDAH, parce que ce sont d'excellents employés qui vont être très fidèles si on prend la peine de les inclure, de leur faciliter la vie, tout ça. Puis souvent, c'est des adaptations très peu coûteuses. Je donnais comme exemple à une de mes employées, tu sais, mettons que tu travailles 8 heures dans une usine, mais tu es TDAH, tu ne veux pas prendre la pièce là, faire ça avec toute la journée. Peut-être que trouver 4 stations, puis qu'à toutes les breaks ou l'heure du midi, les gens changent de station juste pour faire autre chose, bien, ça va faire en sorte qu'ils vont se démotiver moins rapidement, qu'ils vont être enclins à rester là davantage aussi. Puis ça coûte très cher former une nouvelle personne. Donc, si elle quitte, il y a des frais à retrouver une personne plus la former. Fait que ça, c'est un des volets qu'on a qui est déjà en train de se donner depuis peu. Puis l'autre service qu'on offre aux entreprises, c'est qu'on a mis sur pied des blocs d'heures d'intervention qui sont consacrés à aider un individu précisément, que ce soit l'employé ou son supérieur immédiat. Donc, travailler avec les 2 personnes pour arriver à avoir le rendement attendu. Mais ce n'est pas des interventions où ce qu'on va parler de la vie privée de la personne. C'est vraiment concentré sur le travail parce que c'est l'employeur qui défraie pour des interventions pour aider ses employés à se développer et rayonner dans leur entreprise. Et là, vous êtes en train de me dire que vous êtes juste 3 pour faire tout ce travail dans un grand territoire, hein? Rappelons-le, c'est quoi le territoire exactement? Mauricie, centre du Québec. OK. Donc, ça couvre... Disons qu'il y a beaucoup de choses qui se font en visioconférence, surtout les interventions individuelles. Donc, ça nous permet là, de rejoindre beaucoup de personnes en Mauricie. Quand je suis arrivée, il y avait peut-être 5 de la clientèle que c'était Mauricie, 95 centre du Québec. Puis maintenant, je dirais, c'est plus un 55 centre du Québec, puis 45 Mauricie. Donc, on a fait un gros travail de ce côté-là. Oui. Ce sont des membres, en fait. Il faut adhérer ou comment ça fonctionne? Bien, ça ne l'était pas. Ça le devient tranquillement. OK. Parce que pour devenir membre chez TDAH,
une personne membre peut être un adulte qui vit avec le TDAH, sa conjointe, ses parents, ses frères, ses enfants à la limite, ou même des collègues puis des intervenants qui travaillent avec cette personne-là. OK. Donc, c'est très, très vaste. Est-ce que vous faites des présences en milieu familial aussi, ou c'est plus les gens viennent à vous dans vos locaux? Comment ça fonctionne? Bien, les gens ont toujours la possibilité soit de venir en présentiel dans nos bureaux de Drummondville, ou sinon en visioconférence sur Teams. Donc, mais on fait des présentations de nos services et c'est quoi le TDAH, là, la base du TDAH, dans d'autres organismes communautaires ou dans des entreprises qui voudraient en apprendre. C'est sûr que celui-là, c'est vraiment, on regarde vite, là, ce que c'est le TDAH, c'est quoi les bases, mais on ne va pas en profondeur comme la formation sur le TDAH en milieu de travail. J'imagine, bien, ça demande des sous, hein, comme n'importe quelle entreprise et organisme pour fonctionner. Est-ce que c'est uniquement gouvernemental? Comment ça fonctionne? Bien, c'est principalement le PSOC qu'on dit, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires du CIUS, la Mauricie Centre du Québec. Puis la formation, puis les blocs d'or aux entreprises viennent appuyer dans le but d'éventuellement avoir un petit peu plus de personnel pour desservir davantage en face à face parce que oui, la visio, ça l'aide énormément, mais il y a un côté face à face que le langage non verbal, il est plus visible que lorsqu'on voit en visio que les gens cadrent autour de leur visage. Mais tu sais, s'ils bougent leur chaise, on ne le sait pas nécessairement. S'ils tournent les pouces, donc, c'est tous des éléments qui vont nous aider, qui vont nous guider à faire les interventions aussi. Donc, vous travaillez là, pour avoir quelqu'un d'autre dans l'équipe éventuellement. C'est le but et l'espoir. C'est le but et l'espoir, effectivement. Oui. Ça m'amène à une autre petite question parce qu'on en a parlé un peu, mais on disait justement qu'on peut voir des signes face à face. Est-ce qu'il y a des fois où on ne voit absolument rien du tout chez la personne, mais qu'elle peut avoir un TDAH? Mais tu sais, on a parlé un peu avec l'image du canard, là, mais tu sais, aucun signe, là, puis la personne, en même temps, tu sais, quand on est anxieux, on ne veut pas nécessairement en parler. Donc, comment on fait pour se sortir de ça, là? J'ai plein de questions en même temps. Bien, en fait, une personne TDAH, surtout avec l'hyperactivité mentale, ça se peut qu'on ne s'en rende pas compte nécessairement. Au fil du temps, dans sa vie, il a pu développer des techniques pour ne pas couper la parole. Puis, il y a certaines personnes que s'ils ne nous le disent pas, on ne le saura pas. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que les gens... Puis, on a fait... dernièrement, on a sollicité beaucoup de personnes, puis ils se sont rendus compte... Souvent, en parlant avec la personne, ils disent « Non, moi, je connais pas personne, ça me dit rien. » Puis, oups, ben oui, mon frère ou mon oncle ou « Ah, ouais, finalement, il faudrait que je te dise que j'en ai un. » Mais tu sais qu'au début, il y a comme un tabou encore avec ça. Puis, de ma part, moi, je le côtoie tous les jours, fait que je trouve pas que c'est négatif de dire qu'on a un TDAH, mais parfois, dans certaines entreprises, ça peut être plus difficile de se faire engager, tout dépendamment. Mais en même temps, une personne TDAH, à la base, c'est un individu. L'individu, à la naissance, à moins qu'il y ait un frère jumeau identique, il n'y a pas de personnes qui vont être pareilles comme elle. Donc, elle a son identité propre, son caractère, ses émotions, ses réactions. Puis, une personne TDAH, c'est pas parce que tout d'un coup, elle a un diagnostic TDAH qu'elle devient comme l'autre TDAH. Ça demeure un individu. Donc, les interventions qu'on fait sont toujours très, très individualisées. Puis, c'est la même chose pour une entreprise. Si elle engage des personnes TDAH, que ce soit 1 ou 20 personnes, mais chaque individu va peut-être avoir des mesures adaptatives différentes. Parce que les autres, ça ne viendra pas les rejoindre, là. C'est pas nécessaire. Puis ça, c'est l'humain, hein, en général. C'est comme ça pour des individus qui n'ont pas nécessairement de TDAH aussi. Oui. C'est vraiment beau. Vraiment intéressant comme sujet. Aussi, je voulais savoir la prévention. Est-ce qu'il y a une façon de prévenir? De prévenir, je ne penserais pas. De continuer d'informer la population pour démontrer que ça peut tellement être positif. Puis, tu sais, quand on travaille dans certaines entreprises, ils ont besoin de créativité.
mais de les laisser aussi pouvoir s'épanouir là-dedans. C'est que ce soit une personne TDAH ou pas, c'est de mettre les forces des gens de l'avant, c'est toujours bénéfique, autant pour l'entreprise que pour les individus. Pour terminer, si on veut en savoir plus sur vos services, on peut vous trouver à quel endroit? Sur Internet, Ouais. sur notre site web qui est tdahmcq.ca. Sinon, ben, on a une page Facebook où on partage certaines informations, les événements à venir, un peu toutes les activités, puis on peut nous joindre toujours au 819-475-6384. Puis on se fait un plaisir de rappeler le plus rapidement possible. Oui, parce que quand on est prêt à en parler, il ne faut pas rester avec ça. Hein? C'est sûr que toute personne qui veut faire un cheminement, il faut d'abord, j'imagine, que ça vienne d'elle, comme dans n'importe quoi. Bien, merci beaucoup, Madame Leroux. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres. C'était ce qui conclut notre émission de l'info en lien avec le TDAH Mauricie, Centre du Québec. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.